Bonjour, je m'appelle Maroun Edé, je suis auteur de l'ouvrage La destruction de l'État, qui est le fruit d'une longue enquête que j'ai menée au cœur de l'État et du pouvoir, auprès de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires, de médecins, d'enseignants, de capitaines d'industrie, pour retracer l'histoire du démantèlement de l'État français, de ses fleurons industriels et de ses services publics depuis une trentaine d'années aujourd'hui. De la pénurie d'enseignants à la suppression de l'ENA, de la crise des urgences hospitalières à l'affaire McKinsey, c'est un même mouvement que j'essaye de retracer autour de quelques questions centrales. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Qui, dans le fond, en a réellement bénéficié? Et qu'est-ce qui a pu conduire la France à sacrifier parmi les principaux atouts de son modèle? Il y avait évidemment initialement des promesses qui ont été faites, des promesses d'une plus grande efficacité de l'État et d'une réduction des dépenses. Il y a eu un contexte historique dans les années 1990 où, suite au tournant impulsé par Ronald Reagan et Margaret Thatcher, sur l'idée d'un retrait de l'État, comme disait Ronald Reagan, l'État n'avait pas la solution au problème, l'État est le problème. Il disait aussi, en reprenant cette phrase de Jefferson, le gouvernement qui gouverne le mieux et le gouvernement qui gouverne le moins. Et donc on a essayé de penser à un retrait de l'État de tous les pans de la société, avec des impératifs qui se sont peu à peu transformés en dogmes, qui sont les privatisations, les externalisations, la soumission des services publics à des impératifs de rentabilité, et cette idée de gérer l'État, entre guillemets, comme une entreprise. Et il y avait aussi en France un peu l'idée que il fallait s'éloigner d'un modèle planificateur dirigiste parce que c'était le repoussoir de l'Union soviétique. Et donc on s'est engouffré pleinement dans ces promesses néolibérales qui essaient de porter l'idée d'un État plus dynamique et moins coûteux. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un phénomène qui a été mené avec une constance remarquable malgré les alternances politiques. Ça a commencé avec les privatisations sous Jacques Chirac et puis reprise par Lionel Jospin. Ensuite, sous Nicolas Sarkozy, la réduction des dépenses dans les services publics. Et ensuite, Emmanuel Macron qui a repris les privatisations, pas seulement d'entreprises publiques, mais même d'infrastructures, comme les autoroutes ou les aéroports qui ont été vendus à des intérêts privés ou étrangers, et qui est allé jusqu'à réformer la haute fonction publique avec les annonces de suppression de l'ENA, du corps diplomatique et du corps préfectoral. Et donc, ultimement, ce mouvement devait conduire à un État plus efficace. Seulement 30 ans plus tard, quand on fait le bilan, et c'est le bilan que je fais dans mon livre, on se rend compte que les dépenses publiques, en fait, n'ont pas arrêté d'augmenter. Que les taux d'imposition ont augmenté en parallèle, qu'à mesure qu'on disait qu'on allait réduire le nombre de fonctionnaires, on est passé de 4,6 à 5,6 millions de fonctionnaires. Et donc on se retrouve avec des économies budgétaires qui n'ont jamais coûté aussi cher. Et en parallèle, les services publics, eux, n'ont pas arrêté de se dégrader. On a une fermeture de beaucoup de maternités, de bureaux de poste. Les urgences publiques sont au bord du gouffre. Il y a de plus en plus de fermetures d'urgences. 30% des infirmières disent vouloir démissionner ou changer de métier dans les 12 mois. À l'école publique, le niveau n'arrête pas de se dégrader. Les enseignants se sentent abandonnés par une institution qui ne les défend plus. La France était quand même le pays le deuxième pays du monde à avoir plus de médailles Fields, qui sont les prix de Nobel en mathématiques. Aujourd'hui, on a le niveau en mathématiques le plus faible de l'Union européenne. Et donc, il y a au sein de cette population, un sentiment de devoir payer toujours plus cher des services de moins bonne qualité et une question légitime qui se pose, où va donc l'argent? Et ça a été ça le point de départ de mon livre, c'est de se demander si la qualité des services a diminué, mais en même temps on paye toujours plus cher, qui dans le fond en profite? L'autre problème, c'est que si la qualité des services est, disons, la part visible du niveau des prestations d'un État, le véritable problème, c'est que l'État en France a perdu en pouvoir et en capacité d'action dans l'absolu. C'est-à-dire que on savait dans les années 1970-1980 construire 50 centrales nucléaires en 10 ans. Aujourd'hui, avec le projet de Flamanville, on n'arrive plus à en construire une en 20 ans. Et quand on va interroger EDF, quand on va interroger le personnel au sein de l'État, ils disent l'État ne sait plus faire. L'État ne sait plus faire parce que il a progressivement abandonné l'idée d'internaliser les compétences. Toutes ces politiques-là ont conduit à une perte d'attractivité de la fonction publique. Et aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus travailler dans l'État, y compris dans les écoles qui, initialement, formaient pour le service de l'État, comme Polytechnique, comme l'ENS, comme l'ENA, où les jeunes s'orientent de plus en plus vers le privé, voire vont directement travailler à l'étranger. Et quand on les interroge,
Ils expliquent que c'est en partie parce que l'État semble ne plus vouloir d'eux. Il ne leur propose plus réellement de perspectives de carrière. J'ai interrogé par exemple 2 polytechniciens jeunes qui travaillent aujourd'hui à Londres dans la finance et qui me disaient s'il y avait un corps d'informaticiens d'État, moi j'irais. Seulement il n'y en a pas. Parce que l'État a abandonné toute forme d'ambition d'internaliser des compétences en informatique, et qu'il y avait un corps qui s'appelait le corps des télécoms, et qu'on a décidé de le supprimer à l'aube de la révolution Internet. Il y a une décision qu'on paye aujourd'hui très cher, parce qu'on essaye de mener des projets informatiques au sein de l'État, et en fait ça coûte une fortune parce qu'on n'en a plus les compétences, et on est obligé d'externaliser. Et donc, il y a eu ce moment de perte totale d'ambition, il y a eu aussi un moment de naïveté, en fait, où on a été si mondialiste, ou du moins si atlantiste, que on s'est dit qu'il n'y avait peut-être pas de différence qu'une entreprise soit possédée par l'État en France ou par des fonds américains. Évidemment, on s'en rend compte que lorsqu'il y a un choc, que lorsqu'il y a un problème. Par exemple, Total Energy, qu'on a vendu à des fonds américains. Donc aujourd'hui, le premier actionnaire de Total Energy, c'est BlackRock, qui est un fonds de pension américain. Quand, lors de la commission sénatoriale, on interroge Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy, pour savoir pourquoi il ne réinvestit pas les bénéfices de 20 milliards d'euros de Total dans la transition énergétique, il dit « parce que je ne travaille plus pour vous, je travaille pour mes actionnaires ». Et M. Pouyanné a raison, si l'État avait voulu garder le contrôle de ce que Total fait de ses bénéfices, il aurait dû garder le contrôle de Total. Et donc il y a eu à un moment dans l'histoire une forme de naïveté. Ça a été pareil pour les externalisations, le fait qu'on a décidé de mettre nos usines en Chine, et on se rend compte lorsqu'il y a des événements comme le Covid, qu'on ne sait même plus produire de Doliprane en France. Il y a eu une forme de naïveté qui a conduit à prendre des décisions dangereuses pour l'avenir du pays et pour l'intérêt général. Et c'est vraiment sur ça que j'essaie d'axer le livre, c'est comment ça se fait, alors que les cris d'alerte se multiplient, qu'on continue dans la même direction. On change les discours en apparence, mais dans le fond, ce sont les mêmes mécanismes qui se poursuivent. Et en fait, il y a derrière, pour certains, un aveuglement idéologique. L'idée qu'on continue à interpréter tout dysfonctionnement de l'État comme le fait qu'il y a trop d'État, alors qu'en réalité, c'est de plus en plus le fait qu'il y a trop peu d'État, ou en tout cas trop peu aux bons endroits, hein, notamment dans les territoires. Et donc on continue dans la même direction qui a conduit aux erreurs. Et il y a aussi derrière des intérêts assez puissants, privés ou étrangers, des influences qui bénéficient de ce mouvement et qui poussent pour qu'il se poursuive, même si en apparence on est en train de changer les discours. Et c'est véritablement cette histoire-là que j'ai voulu retracer, ce bilan-là, le bilan finalement d'une démission collective de la part d'une certaine élite qui a décidé que le modèle français était désuet, qu'il était obsolète, qu'il fallait imiter des modèles étrangers, qu'on n'a même pas réellement imité. On a imité, disons, ce qu'on en voyait superficiellement, mais pas ce qu'il faisait réellement. On le voit très bien, par exemple, lorsque Emmanuel Macron parle de Startup Nation pour remplacer notre puissance industrielle. Si on s'intéresse un peu à ce qui se fait aux États-Unis, la puissance de la Californie est très loin de ressembler à une Startup Nation. Le rôle de l'État est omniprésent, aussi bien dans la recherche, l'innovation que les subventions, et ça ressemble beaucoup plus au complexe militaro-industriel qu'on avait à l'époque de Gaulle, qu'à ce mythe fantasmé de l'étudiant génial en t-shirt dans son garage qui va trouver l'innovation qui révolutionne le monde. Donc il y a eu cette naïveté-là d'essayer de ne même pas comprendre en fait ce qui fait réellement la puissance des modèles qu'on voulait imiter, et qui conduit aujourd'hui la France à une position dangereuse, puisqu'on a abandonné ce qui faisait notre force au XXe siècle, sans pour autant construire un modèle ou une alternative viable, et on risque de perdre la maîtrise de notre souveraineté, parce que les autres États qui ont fait un peu ces mêmes erreurs sont en train d'en revenir, alors que nous, on poursuit dans la même direction. Et donc je termine mon livre en m'interrogeant sur comment est-ce qu'on revient de ce mouvement, comment est-ce qu'on retrouve confiance dans notre modèle, et surtout comment est-ce qu'on reconstruit les capacités d'action qui vont nous permettre de relever les défis à venir. Et à l'heure où il y a des défis de plus en plus importants qui s'imposent à nous, de la transition écologique à la révolution numérique, de l'impératif de la réindustrialisation, le fait de faire face à une compétition internationale de plus en plus féroce, le fait d'apporter des réponses construites et éclairées à ces questions est une urgence dont dépend la maîtrise de notre destin et notre capacité à affronter les défis immenses que nous réserve le XXIe siècle.